0,0001 mm, c'est la taille du virus du Covid-19. Celui-là même qui a terrassé l'humanité tout entière. Celui-là même qui a confiné 7,8 milliards d'habitants sur notre planète. Quelle leçon d'humilité! Et cette crise, elle nous rappelle une évidence simple. Nous n'avons jamais été aussi riches, nous n'avons jamais été aussi puissants, et pourtant, nous ne nous sommes jamais sentis aussi vulnérables. Cette vulnérabilité, qu'elle soit liée à l'âge, à la maladie, aux catastrophes, au changement climatique, aux épidémies, elle peut tous, et elle nous concernera tous un jour. Cette vulnérabilité partagée, elle fait tout simplement partie de notre humanité. Et cette vulnérabilité, ce n'est pas seulement une source d'anxiété pour chacun d'entre nous, c'est aussi une opportunité réelle parce qu'elle tisse entre chacun d'entre nous une chaîne de solidarité qui est aujourd'hui la raison d'agir de la Croix-Rouge française, qui est la raison d'agir de la Croix-Rouge depuis 160 ans, au cœur des crises mondiales comme au coin de la rue. Historiquement, vous le savez peut-être, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge, ce mouvement Croix-Rouge, il est né sur le champ de bataille de Solferino en 1859, de l'esprit de son fondateur, Henri Dunant, qui n'avait pour autre objectif que d'aider les personnes oubliées des conflits, les blessés de guerre, les civils, les prisonniers, tous unis par une seule et même humanité. Et c'est cette mission que portent encore aujourd'hui les 100 000 acteurs de la Croix-Rouge française au quotidien, sur le terrain. Pour venir à bout des crises, aujourd'hui, la Croix-Rouge, elle agit au cœur de ces crises. Elle agit avec les secours, la mise à l'abri. Et comme vous l'avez sans doute vu, dès janvier 2020, la Croix-Rouge française, alors que je crois que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas encore le fameux pangolin, la Croix-Rouge française elle a mis en place les premiers dispositifs d'isolement des rapatriés français de Chine, de Wuhan. 5 jours après le premier confinement, la Croix-Rouge française elle a mis en place un dispositif qui s'appelle Croix-Rouge chez vous, qui visait à répondre à la problématique de l'isolement social. C'est une plateforme téléphonique nationale qui visait à assurer de l'écoute, du soutien psychologique, mais aussi des livraisons solidaires à domicile. On a livré des repas, des médicaments et des produits d'hygiène à tous ceux qui en avaient besoin à domicile. Pendant ce temps-là, on a dû également assurer la continuité de l'ensemble de nos activités et ce n'était pas une tâche facile. On a aussi transformé notre façon d'agir pour pouvoir répondre aux besoins urgents, aux besoins des personnes sans abri. On a médicalisé nos maraudes, on a renforcé nos distributions d'aide alimentaire. Agir contre la crise, c'est aussi agir en aval. Et une crise, ses conséquences, elles se gèrent beaucoup plus longtemps que ce que vous pouvez entendre à la radio ou à la télé. Elles se gèrent dans le long terme. C'est gérer les conséquences de la crise sociale, la précarisation des jeunes, l'urgence psychologique de la population. Cette urgence psychologique que peu connaissons, mais qui prend du temps à se relever pour chaque être humain. Répondre à la crise, c'est aussi évidemment répondre en amont, c'est-à-dire se préparer. Et c'est la raison d'être de la Croix-Rouge française que d'assurer cette préparation avec l'éducation, avec la formation de chacune et chacun d'entre nous. Parce que se préparer à la crise, c'est aussi, comme vous le savez, développer la culture du risque. Alors j'aurais manqué à tous mes devoirs si je n'avais pas fait une petite référence footballistique aujourd'hui. Se préparer, c'est une question de formation. Vous avez sans doute vu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, un joueur de foot, Christian Eriksen, s'effondrer sur le terrain pendant le match Danemark-Finlande. Il est sorti hier soir de l'hôpital et s'il a pu survivre, c'est parce que son coéquipier, le capitaine de l'équipe, Simon Kjær, était formé, qu'il a pu, dans les secondes qui ont suivi son effondrement, lui donner les premiers gestes, les premiers secours. Et c'est ça qui a fait la différence et c'est ça qui a permis qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Et c'est ça la culture du risque. La culture du risque, c'est aussi la solidarité. C'est ce que j'ai vu quelques semaines à peine après la catastrophe qui a ravagé les rues de Beyrouth, au Liban. Vous avez vu cette énorme explosion
une explosion d'une violence inouïe, des immeubles effondrés, du verre partout, des arbres arrachés, bref, le chaos, des personnes ensanglantées qui se promenaient hagards dans la rue. Bien, cette solidarité qui fait la force du peuple libanais, elle a permis que très vite les secours s'organisent, les gens, chaque personne, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu social, s'est mobilisé pour nettoyer les rues, pour laisser les ambulances passer, pour donner son sang, pour aller secourir les personnes qui en avaient besoin. Et c'est comme ça que la population au Liban, à Beyrouth, elle a pu faire face à cette crise. Et puis, la culture du risque, c'est aussi savoir innover face à l'imprévu. Là aussi, c'est ce que j'ai pu voir quelques mois après ma nomination en tant que directeur général de la Croix-Rouge, en septembre 2017. Vous vous en souvenez sans doute, des ouragans d'une puissance terrible ont frappé les Antilles, ont frappé en particulier l'île de Saint-Martin qui a été détruite à 95%. C'est des territoires qui sont isolés, c'est des territoires qui sont difficiles d'accès. Et pour pouvoir répondre à l'urgence, eh bien, la population s'est organisée. La population, avant que les secours arrivent, alors que toutes les infrastructures étaient détruites, il n'y avait plus d'aéroport, il n'y avait plus de port, il n'y avait plus de routes, il n'y avait plus d'électricité d'ailleurs, mais la population a réussi à s'organiser, trouver les moyens de remettre le courant, a trouvé les moyens d'utiliser une application qui s'appelle OpenStreetMap, qui a permis à chaque individu de pouvoir envoyer les informations nécessaires au secours pour dire quelle était la situation, pour faire une évaluation des besoins, pour dire quel était l'état des infrastructures, ce qui a été des informations précieuses pour nous lorsqu'on est arrivé près de 36 heures après l'ouragan, ce qui est très long et très court à la fois compte tenu du degré d'isolement de l'île. Et c'est ça qui a permis la résilience de la population sur l'île. Je parle de résilience, c'est le cœur du projet, le cœur de la raison d'agir de la Croix-Rouge française au quotidien. C'est cette résilience que nous portons, que porte chaque acteur engagé de la Croix-Rouge, parce que je suis profondément convaincu que cette résilience, c'est la capacité que chacun d'entre nous aura à être préparé et à savoir réagir le moment venu lorsque surviendra une catastrophe. Et l'engagement, il est au cœur de cette résilience. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis arrivé à la Croix-Rouge française il y a 10 ans. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose, ni de la Croix-Rouge, ni du secteur humanitaire. Je n'étais pas un jeune engagé dans l'humanitaire. J'avais d'autres engagements par ailleurs. Mais cette organisation, elle m'a transformé. Elle m'a donné tout simplement envie de faire ce que disait Henri Dunant, qui disait « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ». Eh bien, j'ai fait de cette phrase mon motto en quelque sorte. Et c'est ça qui m'a donné envie de rester et de me battre au quotidien pour essayer, à ma modeste place, d'apporter ma pierre à la transformation du monde pour le rendre aussi plus fort et plus résilient. Cette résilience, elle vient, et ça j'en suis persuadé, avec l'éducation. Comme vous le savez, la réussite scolaire seule ne forme pas des citoyens. D'ailleurs, je vous invite à venir vous engager au sein de l'association. Venez faire une maraude et je crois que vous en apprendrez plus sur l'être humain encore que pendant un cours de philo. Et c'est pour diffuser ces principes, c'est pour diffuser et donner envie de s'engager que la Croix-Rouge française elle a inventé l'option Croix-Rouge. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'option Croix-Rouge? Certains d'entre vous choisissent le latin ou le grec. Ça rapporte des points au bac, ça donne des crédits quand on est à l'université. L'option Croix-Rouge, c'est la même chose. Sauf que pendant ce temps, vous allez apprendre les gestes qui sauvent, vous allez apprendre ce que c'est que la solidarité, à quoi ça sert, vous allez apprendre les bases et les valeurs du droit international humanitaire, à lutter contre les discriminations, contre les comportements à risque aussi, pour promouvoir la santé auprès de la jeunesse. Vous allez aussi pouvoir développer des projets à impact social, ou de lutter pour la protection de l'environnement, par exemple. Je crois aussi que la résilience, elle est faite grâce à l'insertion par l'emploi. La Croix-Rouge française, c'est une grande organisation que vous connaissez tous. C'est aussi un employeur. Il y a 18 000 salariés à la Croix-Rouge française. C'est aussi un organisme de formation. On a 20 000 étudiants qui sont formés au métier d'infirmière, d'aide-soignant. Tous ceux qui ont été en première ligne, vous vous souvenez, pendant toute cette crise, tous ceux que vous applaudissiez tous les soirs à 20 h
pendant le premier confinement, des métiers qui ont du sens, des métiers qui vous incluent aussi dans la société et des métiers qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas aussi attractifs qu'on le souhaiterait. Néanmoins, ils sont accessibles à tous, que vous soyez éloigné de l'emploi, que vous soyez jeune, moins jeune, que vous soyez migrant. Tous ces emplois, ils sont accessibles grâce aux formations de la Croix-Rouge. J'ai d'ailleurs en tête l'exemple d'un jeune, il s'appelle Antoine. Il est arrivé à la Croix-Rouge en 2017 en service civique. Alors, il avait besoin d'argent, il venait aussi acquérir des compétences. Et puis, il a trouvé là un environnement qui lui a donné envie de s'engager, qui lui a donné envie de rester. Il a trouvé sa voie à la Croix-Rouge. Du coup, il a passé un diplôme. Maintenant, il a trouvé un emploi dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et il est même devenu président de l'unité locale Croix-Rouge de Brest. Voilà. Autant vous dire qu'il a fait un beau parcours au sein de notre organisation. Éducation, insertion par l'emploi, ce sont des éléments essentiels de cette résilience. Mais il y a aussi l'engagement. Je vous ai beaucoup parlé d'engagement. Je crois profondément que c'est la solution de la résilience de nos sociétés. C'est pourquoi à la Croix-Rouge, on développe l'engagement tout au long de la vie. Un engagement qui permet à chaque envie d'agir au sein de notre société, là aussi, quel que soit votre âge, quelle que soit votre capacité. Donc c'est un engagement très inclusif de venir vous développer au sein de notre organisation, de vous réaliser. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'engagement, c'est juste un don, que c'est quelque chose de pur, qu'on vient forcément par altruisme pur. Je pense qu'il faut qu'on accepte, que chacun d'entre nous accepte qu'on vient aussi chercher quelque chose dans cet engagement, un sourire, une compétence, savoir prendre la parole en public, savoir prendre des responsabilités, manager, ou des compétences techniques qui vous seront utiles dans la vie de tous les jours, comme dans votre parcours scolaire ou professionnel. Donc venez vous engager au sein de notre organisation. Je suis fier et heureux de prendre la parole aujourd'hui parce que tout ce que j'entends ne correspond pas forcément à ce que moi je constate au quotidien. Par exemple, je suis persuadé, et je suis contre, l'idée de l'opposition entre les boomers et les jeunes. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans notre organisation. À la Croix-Rouge, vous avez 65 000 bénévoles, vous avez un tiers des bénévoles qui a moins de 25 ans, et un tiers qui en a plus de 65. Donc vous dire que si ça ne marchait pas, on aurait quand même un sérieux problème, et qu'au contraire, cet effet intergénérationnel, il est hyper productif, et il produit des choses incroyables. Je ne crois pas non plus que la jeunesse soit désenchantée. Il n'y a qu'à regarder les centaines de milliers de jeunes qui s'engagent chaque jour pour changer le monde, qui vont défiler pour le climat, qui sont mobilisés aussi pendant toute cette crise. Je ne crois pas non plus que la jeunesse elle soit paresseuse. Il faut savoir que pendant la crise, au plus fort de la crise, c'était plus de 3 millions d'heures de bénévolat par semaine que les jeunes ont donné à notre pays. Quel exemple! C'est juste énorme. Voilà. Donc ce que je crois, c'est pas ce qu'on entend. Ce que je crois, c'est que la jeunesse est bien plus que ce que l'on peut en dire au quotidien. Et ce dont je suis persuadé, c'est que c'est l'engagement de chacune et de chacun d'entre nous qui fera la différence, qui nous permettra de construire une société plus forte, plus résiliente. Donc tout ça ne dépend que de chacune et de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monsieur Combe, pour ces éléments extrêmement intéressants. On va prendre une ou deux questions du public. Alors moi en fait j'ai une question assez bête. Comment on fait pour s'inscrire à un stage ou à une maraude quand on a moins de 18 ans, s'il vous plaît? Il n'y a aucun problème. Moi, je vous invite à aller voir l'unité locale de là où vous habitez ou de là où vous vivez. Et puis, ils vous proposeront des activités adaptées à votre envie d'agir. Vous pouvez aussi aller sur le site de la Croix-Rouge. C'est assez bien fait, vous verrez. On vous propose des tas de missions en fonction de votre lieu de résidence. Et vous pourrez choisir. Vous pourrez, je pense, trouver votre bonheur là-bas. Ok, merci beaucoup.
Alors bonjour, déjà je vous remercie pour votre intervention qui était vraiment passionnante. Personnellement, j'avais une question qui prend aussi en compte la table ronde de tout à l'heure, qui est sur la place de l'État dans la lutte pour justement les plus défavorisés d'entre nous, ce qui est quand même le but principal de la Croix-Rouge. Et j'aimerais bien savoir comment vous gérez comment vous gérez votre cohabitation entre guillemets avec l'État. Est-ce que ça s'est détérioré ces dernières années avec un État peut-être moins présent? Comment vous vivez la présence de l'État dans votre action au quotidien et sur le long terme? Merci. Alors la Croix-Rouge a pour particularité déjà d'avoir des principes de neutralité et d'impartialité, ce qui est une condition essentielle de notre capacité à agir. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est neutre et impartiaux, parce qu'on ne va jamais prendre part à des polémiques, parce qu'on ne va jamais attaquer publiquement un gouvernement, ce qui ne m'empêche pas, moi, d'aller dire au ministre ce que je pense parfois de la politique ou des problématiques auxquelles nous, on est confrontés. C'est grâce à cette neutralité qu'on arrive à pouvoir toucher tout le monde. Dans les pays en guerre, on va aussi bien du côté, de quelques belligérants que ce soit. On peut être du côté du gouvernement, on peut être du côté des rebelles. Enfin, voilà, je pense à la Libye il y a quelques années, etc. Et c'est vraiment une fois que j'ai dit ça, la Croix-Rouge a une deuxième particularité, c'est qu'elle est auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. C'est-à-dire que contrairement à d'autres ONG ou à d'autres associations, on a un lien particulier avec les pouvoirs publics, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités. On travaille pour l'intérêt général avec l'État et les collectivités qui parfois financent certaines de nos activités. Après, on est libre d'accepter ou de refuser. Moi, ça m'arrive régulièrement de refuser des missions qu'on me propose parce que le cahier des charges ou le sens de la mission qu'on nous propose n'est pas en adéquation avec ce en quoi on croit. Et d'ailleurs, c'est tout le défi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde où le secteur associatif était très très subventionné par les pouvoirs publics, donc pas très indépendant, même s'il revendiquait cette indépendance, à un monde où nous, on revendique cette indépendance en essayant d'être autonome. Et c'est pour ça que moi, à la tête de la Croix-Rouge depuis 4 ans, j'essaie de transformer en fait notre modèle économique pour essayer de créer des activités génératrices de revenus. Je vous donne un exemple. Comment on finance la formation de nos équipiers secouristes? Comment on achète nos ambulances? C'est assez simple. C'est en faisant payer nos formations premiers secours auprès du grand public. Alors ça coûte 60 € le PSC1, voilà, mais ça nous rapporte de l'argent et ça nous permet d'entretenir notre organisation. Ou, je ne sais pas si vous avez participé avant la crise à tout un tas d'événements où vous avez vu des gens de la Croix-Rouge qui assuraient la sécurité. On fait payer ces postes de secours, là aussi pour financer nos activités. Et c'est comme ça qu'on est indépendant. Merci. On va prendre une dernière question. Bonjour. Oups, Bonjour. J'espère que vous allez bien. Déjà, j'ai un peu chaud, mais ça va. Il pleut dehors. J'ai pas trop assisté du coup à votre prise de parole, mais j'ai quand même une question qui en englobe deux. Du coup, je suis assez engagée un peu dans le milieu associatif parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et du coup, j'ai fondé une association il y a quelques années. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu un effet de mode des fois. On voit des personnes qui viennent, mais pas pour la raison qu'on défend. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez. Et aussi, j'ai oublié. Mais je vais la reposer après. Je vais répondre déjà à votre première question. Ce que vous décrivez, en fait, c'est l'évolution de l'engagement. C'est-à-dire que historiquement, là aussi, je le remonte même il y a 20 ans, quand on venait dans une association en France, on venait pour s'engager pendant 40 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On était là, on voulait prendre des responsabilités, on faisait tout du sol au plafond, etc. Vraiment le sacerdoce, l'engagement de façon permanente. Aujourd'hui, la société a évolué et on se retrouve dans une situation où on consomme de l'engagement. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. La société, elle a évolué comme ça. C'est pas à nous de dire comment doit ou pas évoluer. Moi, ce que je retiens, c'est que la société, elle est toujours très engagée. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de faire des choses bien. Pour plein de raisons. Ce que j'ai décrit dans mon propos, d'ailleurs. On peut venir pour se réaliser, on peut venir pour sociabiliser, on peut venir pour apprendre des choses, on peut venir pour avoir ça sur son CV. C'est pas grave. L'important, c'est la finalité de ce qu'on vient faire dans l'association. En revanche, c'est très difficile pour nous,
parce qu'il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on arrive à être plus ouvert, à accueillir des gens qui vont zapper, qui vont venir une semaine, qui ne reviendront pas la semaine suivante, qui vont venir faire telle ou telle activité, etc. Mais c'est vraiment à nous de nous adapter et à transformer en fait vraiment cette envie d'agir, qui est plus consumériste qu'avant, en action. Merci. Et parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression avec le volontourisme, les recruteurs de donateurs, tout ça, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu controversé. Je sais pas trop. Et du coup, je me souviens de ma deuxième question. C'est comment on fait quand, généralement, les petites associations, elles ont du mal à grimper parce que les gens, ils ont plus confiance aux grandes associations, aux grandes organisations ONG. Et du coup, les petites, elles sont un peu abandonnées, ignorées, alors que voilà. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que les grosses associations doivent aider les petites et que c'est bien d'avoir une diversité d'associations, c'est bien de ne pas avoir que des grands réseaux, c'est bien d'avoir aussi des petites associations, de favoriser la diversité des causes sur le terrain. Et aujourd'hui, on essaye d'aider tous les porteurs de projets à développer leurs projets. On a créé à la Croix-Rouge française un accélérateur d'innovation sociale qui s'appelle 21, qui est là pour aider en fait, les porteurs de projets, souvent qui viennent soit de notre propre réseau, parce qu'on a aussi des bénévoles ou des salariés qui veulent développer leurs projets, leurs propres associations, leur propre entreprise sociale. Mais on va aussi chercher des gens qui ont des idées, qui ont commencé à monter en fait, des dispositifs entrepreneuriaux ou des associations pour les aider en fait, à trouver en fait, leur modèle économique et puis à tester aussi les choses sur le grand réseau de la Croix-Rouge française. Là, je pense que c'est important que collectivement on défende cette création de petites associations partout sur le territoire. Merci beaucoup.